Bonjour à tous. Le Centre Henri Becquerel est particulièrement heureux de vous accueillir ce soir pour un nouveau rendez-vous Becquerel. Un nouveau rendez-vous Becquerel centré sur un nouveau métier, les infirmières de pratique avancée. Le titre de ce nouveau rendez-vous, c'est « Innover en cancérologie ». Et je trouve que ça correspond bien à qui nous sommes ici au centre, puisque en 2018 a été créé le master IPA pour proposer à des infirmières à devenir infirmières de pratique avancée. Et nous avons pris le chemin en marche tout de suite, puisque Sandrine a tout de suite adhéré, et nous avec, au projet de le devenir. Et s'en est suivi ensuite systématiquement, tout le temps, des infirmières de pratique avancée en formation, ici au centre. C'est particulièrement intéressant de voir comment évolue notre profession, moi qui suis maintenant un petit peu âgée, et de voir effectivement des nouveaux métiers pour nous, les infirmières, et particulièrement donc les infirmières de coordination dans un premier temps et l'infirmière de pratique avancée donne assurément une plus-value dans la prise en charge du patient, associée à une collaboration médicale hyper importante et qui est extrêmement présente ici au centre et qui fait notre force et qui fait la force aussi de la réussite dès la mise en place de notre première IPA, parce que, et je mesure la chance que nous avons d'avoir des médecins qui sont partie prenante pour nous aider à la mise en place de ce nouveau métier. Je ne vais pas en dire plus parce qu'elles en parleront bien mieux que moi. Donc, je vous présente simplement Sandrine, Samira, Laetitia et Patricia. Je sais que nous avons deux IPA en formation déjà au centre qui sont pour une présente, l'autre en distanciel ici à Brest, et puis deux autres en première année qui viennent de valider d'ailleurs. Donc nous avons 4 futurs IPA en formation qui démontrent bien la force du centre à développer ce nouveau métier. Encore une fois, pour les valeurs que nous portons, qui sont surtout celles centrées sur le patient. Bonne soirée à vous et à tout à l'heure. Ah pardon, alors excusez-moi. Avant toute chose, je remercie évidemment les partenaires qui nous permettent de pouvoir réaliser à la fois en présentiel et en distanciel ces rendez-vous. Désolée pour le quiproquo, j'ai oublié de passer la diapo. Mais un grand merci à Amgen, Lilly, Novartis, Pharma, GSK, MSD, Pfizer et Sanofi, sans qui, c'est sûr, ces rendez-vous ne pourraient avoir lieu. Donc un grand merci à vous. Place au programme. À vous les filles. Donc bonsoir. Donc on n'a aucun lien d'intérêt. Et donc on va commencer par quelques généralités sur la pratique avancée. En fait, la pratique avancée, ça existe depuis quelques années, surtout aux États-Unis, qui sont les précurseurs. Nous, en France, c'est la loi de modernisation du système de santé en 2016 qui a permis les premières promotions d'IPA en 2019. Mais nous ne sommes pas les derniers. Comme vous voyez, l'Australie, c'était en 2000. Et la Belgique, les premières IPA viennent simplement d'être diplômées. Alors, différents facteurs ont permis la formation d'IPA. Donc, c'est le vieillissement de la population, les maladies qui se chronicisent, la pression économique, bien entendu, avec de plus en plus de soins qui se passent en ambulatoire, des difficultés d'accès aux soins. Il y a un souhait aussi de la profession et une continuité, complexité des soins. Alors, pour être IPA, il faut faire le master. Le master, ça se passe en 2 ans. La première année, c'est le tronc commun. Et après, en fin de première année, on choisit une spécialité.
Une infirmière diplômée, une jeune infirmière peut faire la formation dès la sortie de son diplôme d'infirmière, mais il faut quand même 3 ans d'expérience, donc elle ne pourra exercer en tant qu'IPA qu'au bout de 3 ans. Et puis parfois on peut passer aussi en master 2, mais sur dossier. Donc en fait, des spécialités, il y a 5 domaines. Il y a la psychiatrie, il y a les pathologies chroniques stabilisées, l'oncohémato, la maladie rénale et les urgences. Donc après, toutes les formations, ça dépend un peu des facultés. Elles ne sont pas toutes faites dans toutes les facultés. Et je passe la main à ma collègue Samira. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, moi c'est Samira. Donc pour poursuivre, la pratique avancée en soins infirmiers répond quand même à une définition bien précise. Donc un infirmier qui exerce en pratique avancée est un infirmier diplômé qui a acquis des connaissances à la fois théoriques, des savoir-faire nécessaires aux prises de décisions complexes et des compétences cliniques indispensables à l'avancée dans sa pratique et dans sa profession. Bien évidemment, toutes ces caractéristiques de la pratique avancée sont déterminées par le contexte dans lequel l'infirmier est autorisé à exercer, le contexte qui a été décliné précédemment avec les différentes mentions que Sandrine nous a présentées. Les compétences de l'infirmier en pratique avancée se déclinent dans 6 domaines différents. Alors je ne vais peut-être pas vous les présenter dans l'ordre. Donc il y a une compétence clinique, celle qui fait qu'on fait pas mal de consultations. Bien évidemment, on a beaucoup d'apports cliniques, on a eu beaucoup d'apports théoriques et pratiques en clinique pour pouvoir mener à bien des consultations. On a acquis des compétences dans l'expertise et l'accompagnement, dans l'éducation thérapeutique, que ce soit auprès du patient, de son entourage et aussi de nos pairs. On a des compétences, on a eu des apports aussi sur l'éthique pour pouvoir être apte à participer de manière collégiale à des prises de décision éthiques qui peuvent être complexes en cancérologie. On a une mission importante de collaboration et de coordination, que ce soit avec nos pairs, mais avec les autres professionnels de la santé, que ce soit à l'hôpital et en ville, et une mission de leadership et de formation auprès de nos pairs. Et j'ai oublié la dernière mission, c'est la recherche, et ça c'est une mission que je trouve très importante. Tout comme il y a l'evidence-based medicine, et en fait il faut continuer à produire des savoirs et des connaissances dans le domaine des soins infirmiers. Et on a aussi des données à apporter, des connaissances à améliorer pour nos patients. Voilà. Il y a bien évidemment un cadre réglementaire bien défini qui est en perpétuelle évolution, vous le savez probablement, donc avec des décrets qui sont parus depuis 2018 et le dernier en date en début d'année, décret du 20 janvier 2025 relatif aux conditions d'accès direct aux IPA, plutôt plus sur le domaine libéral que sur les IPA à l'hôpital. Je pense qu'on n'est pas trop concernés. Voici pour la présentation générale de ce qu'est la pratique avancée en soins infirmiers. Donc, je vais enchaîner. Donc, moi, j'exerce en oncogériatrie. Je ne m'occupe que de l'oncologie gériatrique et mes patients sont tous des patients âgés atteints de cancer. Donc, j'ai cette mission principale et unique. Je travaille au sein du service des soins de support. Je ne suis pas rattachée à un service oncologique ou hématologique ou chirurgie. Voilà. Il me semblait important de refaire un petit point sur ce qu'est l'oncogériatrie et pourquoi. L'oncogériatrie, c'est pas vraiment une spécialité médicale à part entière, c'est la mise en commun des savoirs de l'oncologie et des savoirs de la gériatrie au profit des patients pour essayer d'avoir une prise en charge la plus personnalisée et adaptée possible. Ce qui est important de noter, c'est que la population vieillit, c'est ce que Sandrine nous disait en début de présentation, l'espérance de vie s'allonge et on va être confronté à une augmentation de la population âgée en cancérologie, d'autant plus que l'âge est le premier facteur de risque de cancer. On vieillit tous, je ne vous l'apprends pas.
Mais on vieillit tous de manière différente. Et en fait, il est important d'essayer de comprendre cette hétérogénéité de la population âgée pour justement pouvoir apporter une prise en charge spécifique et centrée sur la personne, non pas sur son âge, mais sur son vieillissement général et son état de santé général. C'était ça, les petites photos pour illustrer. Donc, il y a des vieillissements robustes, il y a des vieillissements qui sont marqués par le poids des comorbidités, par la vie en général. Et typiquement, ce sont les personnes âgées qu'on peut retrouver dans des institutions. Et puis, il y a une zone entre deux, une zone un peu grise où on a des personnes qui ne sont pas forcément dépendantes, mais qui ne sont pas pour autant robustes, qui sont dans une phase de fragilité. Et c'est probablement là qu'on est important, je pense. Voilà. Alors, il me semblait important pour pouvoir décliner mon activité au sein du Centre Henri Becquerel de vous présenter les unités de coordination oncogériatrique qui ont en charge de manière nationale, qui ont été mises en place il y a quelques années et qui sont là pour essayer de promouvoir la prise en charge des patients âgés atteints de cancer. Donc, il y a une UCOG en Normandie avec un oncologue, un gériatre référent, un coordinateur non médical et des paramédicaux. Et en fait, il me paraît indispensable de présenter ça parce que toutes mes missions se déclinent sur les missions nationales. Voilà. Donc, le rôle des unités de coordination en oncogériatrie, il y a 4 grandes missions, 4 grands rôles. Il est premièrement d'essayer d'intégrer les spécificités gériatriques dans les parcours de soins en oncologie, en essayant le plus possible de permettre une adaptation des traitements de nos patients âgés avec des décisions conjointes prenant en compte toutes les données que l'on peut recueillir sur nos patients. La deuxième mission, c'est plutôt vis-à-vis de la promotion de la prise en charge des patients atteints de cancer dans notre région, avec l'importance d'essayer de proposer des dépistages des fragilités gériatriques pour tous nos patients âgés atteints de cancer, et la promotion d'évaluation oncogériatrique dans tous les établissements habilités à la cancérologie, pour aider toujours à la décision thérapeutique. Le troisième champ d'intervention, c'est le soutien à la formation et à l'information en oncogériatrie auprès des professionnels de santé et auprès aussi du grand public. Et la quatrième grande mission, c'est d'essayer d'impulser des projets de recherche en oncogériatrie. La population âgée atteinte de cancer est importante et pourtant, en recherche, c'est peut-être la population la moins représentée, alors que ce sont les personnes qui vont bénéficier des traitements. Donc, il est important d'essayer de promouvoir l'intégration, l'inclusion des patients âgés dans des protocoles de recherche, médicaux ou paramédicaux. Du coup, moi, ma première mission, elle est d'essayer d'apporter ma patte sur l'amélioration des parcours oncologiques des patients âgés. Je vous ai repris un petit peu la friche générale de ce qui pourrait être, de ce qui doit être proposé, de ce vers quoi on tend. Une fois que le cancer a été diagnostiqué, il est recommandé de dépister les fragilités gériatriques. Et de derrière pouvoir proposer des évaluations aux patients qui devraient en bénéficier, qui sont probablement fragiles, afin de mettre en place des interventions spécifiques pour essayer de corriger ce qui peut être corrigeable. Tout ne l'est pas, tout n'est pas réversible, mais il y a une part de réversibilité sur laquelle on peut intervenir. L'idée, c'est de pouvoir apporter toutes ces données aux oncologues, aux équipes d'oncologie, et d'essayer de trouver le traitement le plus adapté en fonction des forces et des faiblesses de nos patients. Alors, au Centre Henri Becquerel, on a en place plusieurs choses pour dépister la fragilité des patients âgés atteints de cancer. Donc, toutes les personnes âgées ne sont pas fragiles, mais il faut savoir reconnaître celles qui le sont pour pouvoir leur proposer une prise en charge spécifique. On utilise un outil qui est utilisé de manière internationale et nationale, c'est le G8 Oncodage. C'est un petit questionnaire de 8 items qui se remplit en quelques minutes et qui permet déjà de voir si le patient doit bénéficier d'une adaptation, en tout cas d'une évaluation gériatrique approfondie et plus ou moins d'une adaptation des thérapeutiques en onco. Et on utilise aussi au Centre Henri Becquerel le DIFPAD Onco. Le DIFPAD Onco, c'est le dépistage infirmier des fragilités des personnes âgées à domicile
par une infirmière libérale. C'est un dispositif qui fait beaucoup le lien ville-hôpital, puisqu'en fait, on a mis en place une formation des infirmières libérales. Alors, attendez, hop là, voilà. Qui, dès le diagnostic de cancer, sous prescription médicale, interviennent au domicile pour faire un repérage des fragilités gériatriques. Ce DIFPAD-ONCO comprend le G8 encodage, le repérage des troubles cognitifs avec un test de débrouillage, le repérage de l'antécédent de chute, parce que c'est un élément très important en oncologie, le repérage de la fragilité sociale et aussi un test physique. Une fois ce dépistage des fragilités réalisé, l'infirmier libéral transmet les résultats via une plateforme de téléexpertise. Résultats transmis au prescripteur ou à l'infirmière déléguée en charge de récupérer le DIFPAD. Et derrière, il y a une orientation très précoce qui est proposée selon les besoins qui ont été identifiés, que ce soit vers les soins de support, ça peut être une intervention kiné, une intervention de l'assistante sociale, ou bien une évaluation gériatrique complète quand on voit qu'il y a plusieurs clignotants qui s'allument. Donc ça, c'est un outil qui nous permet de faire des dépistages précoces, qui est beaucoup utilisé en scénologie, ici au centre Henri Becquerel. Je vous ai mis un petit cas concret, très rapide, en 2 diapos, pour vous illustrer un peu ce dispositif. Donc, Madame D, une patiente de 84 ans, à qui on a découvert un carcinome canalaire infiltrant du sein droit en fin janvier 2024. Elle voit son chirurgien le 28 février. Son chirurgien lui prescrit le DIFPAD-ONCO. Ah, j'ai tout mis d'un coup, désolé. Le DIFPAD-ONCO, voilà. Et il y a déjà le bilan d'extension qui est programmé et il y a un projet qui est envisagé, à savoir un geste chirurgical. La patiente sort de la consultation avec son ordonnance. Elle contacte son infirmière libérale. Son infirmière libérale ne connaît pas le dispositif. Elle se met en lien avec l'URPS pour pouvoir avoir accès à la formation qui est aujourd'hui en e-learning. Elle s'inscrit à la plateforme de téléexpertise, elle réalise le dépistage au domicile, la formation est validante avec une attestation et des tests à la fin pour pouvoir valider. Et ensuite, elle le transmet. Donc en fait, la première consultation le 28 février, le DIFPAD est réalisé le 5 mars, il arrive dans le dossier le 6 mars. Qu'est-ce qu'on en fait? Sur celui-ci, alors je suis désolée si on ne voit pas très bien, mais là, il y a plein d'éléments qui apparaissent. La patiente a déjà chuté peu de temps avant, une chute avec critères de gravité. Elle décrit une fragilité sociale. Notre patiente de 84 ans est l'aidante principale de son mari dépendant. Elle décrit une fragilité probablement thymique. Donc là, on se dit, bon, il faut sûrement l'envoyer chez le gériatre. Malheureusement, on n'avait pas à ce moment-là d'accès à des évaluations gériatriques dans les délais impartis. Et donc, ce qui a été décidé, en fait, donc voilà, l'évaluation gériatrique n'était pas dispo, et ben, on a décidé de faire un hôpital de jour soins de support avec nos ressources internes, l'intervention d'une kiné, l'intervention de l'assistante sociale et du médecin MPR, et derrière une adaptation du plan de soins, une prescription de kiné adaptée, une mise en route des aides sociales. Voilà ce que peut apporter le DIFPAD-ONCO dans le dépistage des fragilités gériatriques. Voilà, donc c'était un petit exemple. Aujourd'hui, on a à ce jour plus de 200 infirmières formées, 200 infirmières libérales formées au dispositif. Plus de 100 prescriptions ont été réalisées, la plupart viennent du centre Henri Becquerel et vous voyez la petite accumulation de points noirs, là ce sont les infirmières formées plutôt autour de notre région. On a fait quelques petites statistiques qui révèlent qu'on arrive à couvrir à peu près toutes les communes du territoire normand et chaque patient âgé atteint de cancer a aujourd'hui à disponibilité à moins de 30 minutes de chez lui une infirmière libérale formée à ce repérage précoce des fragilités. Donc ça c'est partie d'une de mes missions importantes à la fois d'orientation et de coordination avec les professionnels de la ville. Premier pan. Voilà. Ensuite, alors moi je suis infirmière en pratique avancée depuis quelques mois. On essaye de mettre en place, on a mis en place il y a quelques mois des évaluations gériatriques approfondies au sein du service des soins de support. En binôme avec un médecin gériatre qui collabore avec nous, donc on collabore beaucoup avec la gériatrie de Charles Nicolle.
Et du coup, en fait, on met en place ces évaluations gériatriques. Ce sont des sortes d'évaluations globales de la santé des patients, pas forcément centrées sur le cancer, mais centrées sur tout ce qu'il y a autour. Pour nous, il est important d'essayer de faire le point entre l'espérance de vie du patient, les morbidités actives qu'il peut y avoir, et donc la mortalité compétitive. La qualité de vie du patient est hyper importante, évidemment, son état fonctionnel, ses capacités de discernement et du patient. On essaye d'évaluer tout ça en allant aussi chercher dans tous les domaines, que ce soit sur le plan nutritionnel, le plan de l'autonomie, le plan psychosocial, la cognition. Donc tout ça, ce sont des évaluations qu'on a mis en place il y a 4 mois à peu près. Ça dure un certain temps, c'est assez chronophage, hein, c'est 2 heures au moins avec les patients, mais ça permet d'avoir une vision assez globale et centrée sur le patient pour pouvoir mettre en évidence des fragilités, des syndromes gériatriques s'il y en a. Au décours de cela, on peut mettre en place un suivi selon ce qui a été mis en évidence. Et puis voilà, on collabore et on discute, on essaye d'apporter toutes ces données aux oncologues pour que les décisions soient les plus adaptées possibles. Voilà. En oncogériatrie, on met en place aussi des formations. Alors moi, personnellement, j'interviens dans toutes les IFSI de Seine-Maritime pour sensibiliser nos futures infirmières et infirmiers à la prise en charge en oncogériatrie. Il y a des formations qui sont dispensées au sein d'autres établissements. Et puis en fait, il y a un gros travail aussi de formation et de sensibilisation de nos pairs paramédicaux sur les spécificités du sujet âgé. On est en train de travailler en ce moment sur la lutte contre la dépendance iatrogène, en essayant d'intégrer des outils spécifiques d'évaluation de l'autonomie et de la dépendance du sujet âgé dans nos grilles et dans notre dossier de soins en oncologie. Donc ça nécessite de la formation et puis beaucoup de communication. Sur le centre Henri Becquerel, on a la chance d'avoir une commission de recherche de formation des paramédicaux qui a été créée il y a peu. Donc là, il y a un vrai élan pour pouvoir aussi dispenser des formations les plus adaptées en partant des besoins qui sont remontés aussi de nos collègues. La recherche en oncogériatrie, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Donc, sur le centre Henri Becquerel, on a pu inclure des patients dans plusieurs protocoles de recherche. On a fait une recherche sur les perturbations psychosociales suite aux troubles alimentaires chez les patients atteints de cancer ORL. Donc les patients âgés atteints de cancer ORL. On a mis en place une étude au centre Henri Becquerel sur l'évaluation des besoins des proches aidants des patients âgés atteints d'hémopathie maligne. Et on a eu une étude l'année dernière qui était super chouette, enfin les autres aussi le sont, qui s'appelle Choupe à Choupe pour l'évaluation du risque de chute des patients âgés de plus de 65 ans suivis en ambulatoire. C'était super intéressant parce que c'était une étude régionale. Il y a eu 15 établissements qui ont participé en même temps pendant la semaine de la sécurité nationale des patients. Donc sur une semaine, on a en tout réussi à inclure plus de 400 patients pour évaluer les différents niveaux de risque de chute. Et actuellement, donc les résultats sont en cours d'analyse et puis d'approfondissement. Et là, en ce moment, je travaille sur une étude rétrospective sur le DIF-PADONCO, ce projet ville-hôpital, afin de voir son impact sur le parcours de nos patients âgés. Voilà. Et je vais passer la main à Sandrine Buret, je crois. Oui, c'est bon maintenant. Voilà. Sandrine Buret, qui a une expertise en gériatrique aussi, de par sa formation, qui a un DU en gériatrie. Merci. Donc, moi, je suis IPA en hématologie. Donc, en fait, mon parcours professionnel, il y a quelques années que je traîne dans les couloirs de Becquerel. J'ai été infirmière en soins dans différents services. Puis après, j'ai assuré la coordination en hôpital de jour hémato. Et en 2019, j'ai passé le master. Et donc, je suis diplômée depuis 2021. Alors, quand j'ai été diplômée, on m'a confié 2 missions, notamment la prise en charge et le suivi du patient polytransfusé, et puis le suivi des thérapies orales, quelle que soit la pathologie, LLC, myélome ou LMC. Et puis, syndrome myélodysplasique. Alors, concernant le suivi des polytransfusés, en fait, on m'a demandé de surveiller tout ce qui était des complications aiguës liées à la transfusion.
donc notamment pour les personnes âgées de plus de 80. Donc déjà, à l'hôpital de jour, on a un protocole un peu particulier pour la transfusion, puisque nous passons qu'1 kilo par jour le matin avec un débit bien particulier. Et en fait, à la fin de la transfusion, on garde le patient 1 heure. Et donc, pendant cette heure-là, je fais l'examen cardio-pulmonaire pour valider la sortie. Ensuite, je surveille aussi la surcharge en fer et le suivi des traitements chélateurs. Et puis, quand les patients, quand je vois que le nombre de transfusions augmente et généralement, mais ça fait plutôt en collaboration avec ma collègue qui est hémovigilante, on intervient pour solliciter l'hématologue. Et puis aussi la planification et des suivis, des surveillances cliniques pour les polytransfusés. Et donc, ma deuxième mission, c'est la suivi des thérapies orales. Alors, le parcours des patients est un peu différent suivant la pathologie hématologique. Concernant le myélome, en fait, les consultations se font sur l'hôpital de jour pour valider les traitements Péros. Donc, il arrive que je vois plusieurs fois le patient de suite. Généralement, ils viennent tous les mois. Et soit je vois plusieurs fois de suite, soit ils sont vus aussi entre deux par les médecins de l'hôpital de jour ou par l'hématologue pour le bilan. Concernant la LLC, en fait, le parcours est un peu plus structuré, on va dire. Ça part de la RCP et en fait, il y a la consultation d'annonce avec l'hématologue. Donc, c'est pas systématique, mais on essaie de plus en plus que j'assiste à la consultation d'annonce afin de mettre en place, souvent je revois le patient après et on essaie d'organiser aussi une consultation soit tripartite ou une consultation avec le pharmacien à la suite. Et donc, pendant mes consultations, je prépare la consultation, je récupère le bilan sanguin parce que c'est un peu ridicule de faire venir le patient si le bilan n'est pas bon, n'est pas correct. Donc, je valide et j'adapte aussi les traitements anticancéreux quand il y a besoin. Je renouvelle et puis j'adapte tout ce qui est traitement de support. Donc, j'éduque, je préviens et je permets la détection des toxicités. Donc, je réalise aussi un examen clinique et puis après, j'assure la coordination, que ce soit avec les soins de support de Becquerel. Ça arrive que j'appelle les infirmières libérales ou je sollicite des spécialistes, souvent un Becquerel quand même. Et puis après, je rédige le compte-rendu et j'envoie aux différents médecins du patient. Donc, avec la LSC, souvent, il y a une consultation à 1 mois. Donc, ça dépend un peu des hématologues. Soit c'est moi qui revois le patient à 1 mois, soit c'est l'hématologue. Et après, à 2 mois. Donc là, souvent, c'est moi. Et après, on fait une consultation alternée hématologue-IPA, tous les 3 à 4 mois. Il y a un autre parcours de LLC pour lequel j'interviens. En fait, c'est un protocole un peu particulier qui a durée fixe et qui a 3 phases. En fait, ça s'appelle le GA101 Vénétoclax. Alors, le GA101, ce sont des perfusions et le Vénétoclax, c'est en comprimé. Et c'est un médicament un peu particulier parce qu'en fait, on fait l'augmentation de dose sur 5 semaines. Donc, les 2 premières semaines, souvent, les patients sont hospitalisés parce qu'il y a toujours le syndrome de Lise, donc c'est plus prudent. Et en fait, si tout se passe bien, à partir de la 3e augmentation, ça se fait à domicile. La 2e phase, après, c'est les perfusions sur l'hôpital de jour hématologie pendant 6 mois. Et après, il aura juste le comprimé aussi pendant 6 mois. Donc, du coup, j'interviens aussi. Donc, en fait, donc oui, c'est ce que je vous disais. Donc, oui, j'ai été un peu trop rapide, mais moi, je suis moins bavarde que Samira. Donc... Donc voilà, donc je vous disais que l'augmentation des 2 premières doses était en hospitalisation et que après ça se faisait en domicile avec un prestataire de service. Donc souvent j'interviens, je vais voir le patient pour lui expliquer comment ça va se passer à domicile. Je prépare les ordonnances et je préviens le prestataire qui lui souvent se charge de prévenir l'infirmière à libéral et le laboratoire. Donc en fait ça se passe sur 2 jours l'augmentation. La première journée le patient fait une prise de sang le matin que je récupère et je valide l'augmentation du traitement du Vénétoclax qui aura lieu le lendemain, matin de bonne heure. Et donc j'appelle le prestataire pour mettre en route la perfusion du soir. Le patient sera perfusé à domicile toute la nuit.
Le lendemain matin, du coup, le patient prend son traitement et donc il y a une prise de sang 6 heures après. Donc là, c'est pareil, je récupère la prise de sang, j'appelle le patient et le prestataire pour souvent, j'ai oublié de mettre des petits trucs là, pour après arrêter les perfusions à domicile. Et donc ça se passe sur 3 semaines. Donc, comme je vous le disais, après la deuxième phase, c'est les perfusions. Donc là, j'interviens pas. Et après, pour la troisième phase, en fait, il y a les consultations alternées, hématologue, infirmière en pratique avancée. Donc, en fait, en 2024, eh ben, j'ai vu 611 patients. J'ai fait également aussi des appels téléphoniques, soit de surveillance, soit de validation de traitement Péros. Il y en a eu 503. Et donc, actuellement, j'ai une file active de 150 patients, que ce soit des consultations ou des téléconsultations. Enfin, des deux. On va dire appels téléphoniques plutôt, parce que je ne les vois pas en visio. Donc, mes autres missions, bah, c'est la recherche. J'ai été guide en mémoire à la faculté de Rouen cette année. Et puis, les formations. J'assure avec Laetitia la formation des infirmières libérales concernant les traitements sous-cutanés qui sont mis en place en HAD. J'ai donné des cours avec Patricia aussi à la faculté. Et puis, il y a aussi l'accueil des étudiants IPA. Là, c'est tous les ans, régulièrement. Et puis, c'est quoi là? Ah oui, et puis donc du coup, ça m'arrive d'intervenir dans tout ce que j'aime, dans les congrès, pour expliquer mon rôle. Voilà. Et là, maintenant, je laisse la parole à mes deux collègues d'oncologie, Laetitia et Patricia. Bonsoir. Je suis Patricia Fleury. Je vais tout d'abord vous présenter très brièvement mon parcours. Il va y avoir un peu de similitude en fait, et je pense qu'en oncologie et hématologie, après avoir été infirmier dans les soins, il y a une expérience de coordination avant de devenir IPA. Voilà, donc 10 ans globalement dans les soins, 10 ans sur le parcours de scénologie comme coordinatrice. Et depuis 2023, je suis donc infirmière en pratique avancée, en oncologie, avec des missions de prévention aussi, sur un autre parcours. Je vais d'abord vous présenter le parcours dans lequel j'interviens. Alors sur le parcours de gynécologie, il faut savoir que les parcours sont quand même généralement bien structurés en cancérologie. On ne fait pas exception à Becquerel et on travaille beaucoup dans ce sens-là. Il y a les prises en charge des femmes initiales pour leur cancer gynécologique. Moi, j'interviens plutôt dans la phase métastatique d'emblée ou quand la maladie est en rechute. J'interviens donc en relais des consultations des oncologues référents des patientes, avec la possibilité, quand c'est nécessaire, d'assister aux consultations des médecins. L'idée est évidemment de renforcer les prises en charge, de proposer des prises en charge globales. Alors la fréquence, elle est directement de mes consultations, est directement liée, on va dire, au cycle des traitements que vont avoir les patients. Donc si les chimiothérapies, par exemple, se font de façon hebdomadaire, je vais les voir si je suis présente en hôpital de jour pour leur venue pour les traitements. S'il y a des immunothérapies toutes les 3 semaines ou toutes les 6 semaines, ça va rythmer le nombre de fois où je vais les voir. Bien évidemment, les consultations sont aussi possibles en fonction des besoins des patientes. Il y a aussi, dans le cadre de thérapie orale, de l'instauration de thérapie orale, un suivi assez rapproché. Avec l'organisation de suivi téléphonique, des bilans biologiques prescrits, la surveillance des toxicités. Tout ça fait évidemment un nombre de consultations assez important.
Alors, les orientations ne sont pas du tout systématiques pour ces patientes. On a mis en place, on a travaillé sur une grille de fragilité pour ces patientes avec les oncologues quand on a mis en fait mon poste en place. Alors, c'est pas une grille qui est réellement validée, en tout cas pas en gynécologie. Elle est dans des cancers localisés, plutôt dans des cancers digestifs, mais on a pris un peu modèle dessus, et finalement ça permet en fait d'avoir des orientations un peu ciblées et avec des patientes qui ont vraiment besoin d'avoir un suivi renforcé. Alors voilà, on détermine un score en fonction de la gravité, de l'avancée du cancer, des traitements proposés. Est-ce qu'il y a seulement une chimiothérapie ou une chimiothérapie couplée à d'autres traitements, des comorbidités, un âge plus ou moins avancé, des séquelles des traitements précédemment reçus et un état nutritionnel plus ou moins altéré. Alors, en gros, enfin voilà, il y a une espèce de cycle un peu permanent, je dirais, dans ce parcours où, alors là, c'est peut-être un peu redondant, mais parce que finalement, quand on est amené à faire des consultations pour des suivis de traitement, on fait une évaluation clinique, une validation de traitement, une adaptation des soins de support, une éducation à la santé pour les patients. Il y a un gros travail de coordination qui va suivre derrière ces consultations, et puis le suivi est plus ou moins important pour ce qui est en fait de ces parcours-là. Parfois, il y a des pauses dans les traitements, une reprise plus ou moins tard. En tout cas, ce qui représente un cycle, c'est vraiment toujours aussi le moment de faire le lien avec les équipes en intra et extra-hospitalier. Comme le disait Sandrine et puis aussi Samira, on travaille beaucoup avec nos collègues infirmières libérales, avec les médecins traitants, avec les pharmacies de ville, surtout pour ce qui est, je dirais, peut-être des thérapies orales. En fait, on a quand même mis en place des parcours bien structurés qui ont beaucoup amélioré les prises en charge de ce côté-là. On a aussi un outil de surveillance connectée dont moi je vais peut-être pas beaucoup parler parce que c'est peut-être surtout Laetitia qui l'utilise et qui saura mieux en parler. Néanmoins, c'est vrai que ça améliore, on voit déjà en fait que ça améliore la surveillance et que ça sécurise beaucoup les parcours. Alors, je vais vous parler maintenant du parcours de rétablissement, qui est une autre de mes activités. Alors, le rétablissement, pourquoi le rétablissement ? On a fait le choix, à Becquerel et comme d'autres centres Unicancer en France, de mettre en place des parcours personnalisés dans cette phase. On sait que à peu près 4 millions en fait, de personnes vivent avec l'expérience d'un cancer, avec un risque donc plus important aussi d'en développer un autre. L'enquête VICAN5, donc, qui a permis en fait d'interroger des personnes 5 ans après la fin de leur traitement, a mis en évidence que plus de 60% des personnes présentaient des séquelles de leur traitement ou de leur maladie, que plus d'un tiers n'avaient pas de suivi avec un médecin généraliste, qu'elles présentaient en fait souvent des syndromes anxio-dépressifs, que plus de la moitié se sentent fatiguées, ont des problématiques de douleur, etc. etc. Donc, bien évidemment, il était évident en fait, de devoir aussi essayer de prendre en charge tous ces symptômes. Cela s'appelle la prévention tertiaire en fait. Donc l'idée est d'évaluer les besoins en soins de support et la qualité de vie avec un auto-questionnaire qu'on utilise qui a été fait par l'Institut national du cancer, un auto-questionnaire dédié plutôt à la phase d'après-cancer. Et puis, on va toujours essayer là de renforcer les liens et la coordination avec la ville. Les patients et patientes sont maintenant dans une phase un peu éloignée des traitements hospitaliers. Et l'idée, c'est vraiment de les aider à renforcer, à être pris en charge
en dehors de l'hôpital. Donc c'est un accompagnement qui vise à améliorer la qualité de vie et à essayer de faire en sorte que les personnes puissent finalement se réadapter à la nouvelle situation qui a été créée par la maladie et ou les traitements, de faire une détection précoce en fait des anomalies cliniques, biologiques et d'éviter le plus possible les séquelles à moyen et long terme. L'idée est aussi de mettre en place des actions contre les facteurs de risque et les addictions avec des moyens de prévention, de formation des professionnels de santé et puis de détecter les rechutes précoces et possibles d'un second cancer. J'ai pris l'exemple du parcours de rétablissement après un cancer du sein. Où on voit en fait que ce parcours, il est vraiment, il se positionne en parallèle de la surveillance. C'est vraiment quelque chose qui va se faire en plus. Donc on a la fin de traitement qui est organisée par les médecins et des infirmiers de coordination quand il y en a. Et 2 mois après, j'envoie cet auto-questionnaire de l'INCa qui va venir balayer beaucoup de questions qui vont concerner la nutrition, l'activité physique, la fatigue, la douleur, des problématiques socio-professionnelles, familiales, la sexualité, la fertilité, etc. Il y a 40 questions dans ce questionnaire. En gros, il faut savoir que j'ai un retour de entre 35% de réponses généralement, ce qui n'est pas si mal compte tenu de la lourdeur du questionnaire. Suite à ce questionnaire, j'organise une consultation d'investigation qui me permet après de proposer un schéma on va dire justement de rétablissement. Ça peut passer par des consultations de rétablissement avec moi dans la continuité parce que la personne a des problématiques qui peuvent être des problématiques d'observance de l'hormonothérapie, par exemple, dans le cancer du sein. Mais ça peut être des consultations spécialisées en douleur, en rhumatologie, des soins de support tels que des consultations diététiques, psychologie, des séances de kinésithérapie. Parfois, j'organise des hôpitaux de jour de soins de support parce qu'il y a au moins 3 thématiques. Et là, les prises en charge sont généralement un petit peu plus lourdes, mais c'est malheureusement quand même assez fréquent. Et de l'éducation thérapeutique que nous essayons de remettre en place au centre et que nous pouvons proposer avec Planète Patient, qui est la plateforme qui propose de l'éducation thérapeutique en Normandie. Ces consultations donc de rétablissement, j'essaie de les proposer avec un rythme à peu près tous les 6 mois de façon à réévaluer les actions mises en place et d'aider les personnes à se sortir de ces problématiques et à retrouver une vie le plus acceptable possible après leur cancer. Globalement, mon activité, elle est partagée. Il y a 1/3 pour le rétablissement et 2/3 pour les parcours complexes en gynécologie. Voilà. Alors le nombre de consultations, c'est toujours un peu particulier. J'ai vu 300, à peu près 300 consultations pour les traitements intraveineux, une centaine pour les consultations de suivi, 300 appels téléphoniques et des téléconsultations. J'interviens sur le master d'IPA de l'université Rouen-Caen essentiellement pour la partie clinique avec la simulation clinique, qui est quelque chose que je trouve assez intéressant et qu'on essaie de développer aussi dans d'autres domaines. On accueille des étudiants IPA, essentiellement de Master 2 pour le moment. J'interviens aussi dans le cadre des processus tumoraux dans les IFSI régionaux. Je participe à la formation d'annonces en cancérologie au MTC. On a quelques perspectives aussi de développer cette formation en interne. Et puis, dans le cadre de la prévention et pour essayer de sensibiliser les professionnels de façon large, on travaille sur une formation de prévention primaire
qui s'adressera donc à l'ensemble du personnel pour que notre personnel devienne, voilà, que tout le monde soit des ambassadeurs de la prévention dans les soins. Nous avons un projet de recherche paramédicale en cours dans le service d'hématologie autour de l'annonce. Vous voyez, c'est quand même un sujet qui me tient à cœur, je crois, sur l'intérêt d'un temps d'accompagnement soignant pour les patients atteints de leucémie aiguë avec un focus sur l'anxiété. Et puis, j'essaie de participer le plus possible au projet d'éducation thérapeutique du patient dans le centre avec voilà, la rédaction du projet, des réunions et la mise en œuvre pour proposer à nouveau ces soins à nos patients. Je vais passer la parole à Laetitia Savary. Donc voilà, moi c'est Laetitia Savary. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Donc comme les filles, je suis aussi passée en coordination. La seule différence, c'est que moi j'ai commencé en tant qu'aide-soignante. J'y suis allée doucement, aide-soignante, infirmière, IDEC, et me voilà à IPA depuis 2022. Moi je suis IPA et je m'occupe des patients qui sont sous thérapie orale, donc uniquement en oncologie. À peu près 50% de mes patients sont des patients qui sont suivis pour une tumeur cérébrale, donc en neuro-oncologie. Je vais vous parler un petit peu du parcours des patients. Ce sont des patients il y a une découverte initiale avec une intervention, soit avec une biopsie ou une exérèse, donc au CHU de Rouen. Ensuite, une fois qu'il y aura la NAPAT, il y aura une RCP qui sera mise en place et je commence à intervenir. Je participe en tout cas à la RCP dès que je le peux. Ce qui permet de commencer à avoir une connaissance du patient, de savoir un peu si le patient a déjà des troubles ou des déficits à domicile, et que tout est difficile à domicile, ou voir s'il est hospitalisé. Ensuite, au centre Henri Becquerel, environ une semaine à 15 jours après, on a mis en place des consultations tripartites, donc tous les jeudis après-midi, où le patient voit un oncologue, le pharmacien, une IPA et souvent aussi une assistante sociale. Donc, durant ces consultations, les oncologues reprennent un peu l'historique de la maladie, ils expliquent la maladie, les thérapeutiques qui vont être mises en place. Et moi, mon rôle, ça va être de reprendre tout ce qu'a dit l'oncologue, parce que c'est souvent un petit peu compliqué, surtout que les patients ont souvent des troubles cognitifs. Donc, il faut reprendre toutes les explications, réexpliquer toutes les ordonnances. Parce qu'en plus, souvent est mis en place un traitement par T-modal. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui sont assez compliqués avec des contraintes horaires qu'il faut respecter pour les patients qui complexifient un peu la prise en charge. Donc, à partir de ce moment-là, les patients et leurs aidants, ils ont mes coordonnées et ils savent que je suis référente de leur prise en charge. Donc, ils savent qu'ils peuvent me contacter, m'envoyer des mails si besoin. Et après, moi, je réponds à leurs questions, je règle les soucis qu'il peut y avoir, ou sinon je fais le lien avec l'oncologue. Ensuite, les patients souvent ont la radiothérapie pendant 6 semaines et à la fin de la radiothérapie, l'oncologue revoit le patient. Et donc, quand c'est possible, j'essaie d'être avec l'oncologue parce que 6 semaines, c'est long, surtout chez des patients qui ont une tumeur cérébrale, donc il peut se passer plein de choses. La maladie peut déjà bien évoluer et avoir besoin de mettre en place des aides à domicile ou d'être un peu plus proche du patient. Donc, ça permet de refaire un point. Ensuite, l'oncologue reverra le patient et mettra en place la suite de la thérapeutique avec des chimiothérapies régulières. Et là, moi, mon rôle, ça va être de revoir le patient tous les mois pour la validation de la chimiothérapie. Donc, avec tout ce que mes collègues ont déjà expliqué tout à l'heure, donc avec forcément l'examen clinique, la validation de la chimiothérapie, le réajustement des dosages si besoin, le réajustement de la corticothérapie quand il y en a besoin. Et voilà, donc je suis référente pour le patient, donc je fais la liaison avec l'oncologue. Donc le fait de le connaître depuis le départ, donc dès la RCP, ça permet une très bonne connaissance du patient, une confiance, une complicité qui s'est mise en place. Donc ce qui permet d'anticiper aussi les besoins. Le fait de bien connaître les patients, ça permet aussi de voir les difficultés des aidants
Ça permet un soutien à domicile en mettant en place des équipes territoriales, l'HAD, le SIAD et tout ce qui peut être mis en place à domicile. Pour ça, dans un but de pouvoir essayer de réduire les hospitalisations tant que c'est possible, mais aussi pouvoir permettre de satisfaire les souhaits des patients qui sont de plus en plus de vouloir rester à domicile le plus longtemps possible, voire jusqu'à la fin. Donc là, c'était pour à peu près 50% de mon activité. Le reste, c'est aussi les thérapies orales, mais ça va plus être pour les cancers du sein, voire thyroïde, depuis peu. Donc dans le cancer du sein, je vois autant les seins métastatiques que les seins adjuvants. Donc là, moi, la prise en charge, elle va être dès l'initiation du traitement, parce que c'est quand même des patients qui se retrouvent avec des thérapies orales, donc des chimiothérapies, des thérapies ciblées à domicile. Il faut sécuriser un peu les choses, il faut que les modalités de prise du traitement soient bien comprises, et des fois, c'est un peu complexe. Donc c'est important de prendre du temps avec le patient. C'est important qu'ils comprennent aussi l'intérêt du traitement, surtout pour l'hormonothérapie ou les anti-CDK4/6 en adjuvant. C'est important qu'ils comprennent pourquoi ils ont un traitement pour qu'il y ait une adhérence. Il faut bien sûr parler des effets secondaires, parce que c'est important qu'ils les connaissent et qu'ils savent comment agir si toutefois il y en avait. Et bien sûr, je reprends les ordonnances et je les renouvelle si besoin. Donc pour ces patients-là, la majorité du temps, je les suis pendant 2 mois, pendant les 2 mois du début du traitement. Et après, si tout se passe bien, c'est mes collègues infirmières de coordination à l'hôpital de jour qui gèrent le suivi par téléphone en récupérant les biologies et en prenant des nouvelles des patients. Pour la plupart de ces patients, voire presque la majorité, on les inclut, comme Patricia en a parlé un petit peu tout à l'heure, dans Curity. Curity, c'est de la télésurveillance, ce qui permet que nos patients soient, on va dire, télésurveillés. Donc, ils ont des questionnaires qui sont adaptés aux thérapies qu'ils ont. En fait, ils vont recevoir toutes les semaines ou à différents moments des questionnaires sur les effets secondaires qu'ils pourraient avoir en fonction des thérapies qu'ils ont. Donc, ça, c'est questionnaire. Donc là, je vais vous en parler un petit peu après. Et voilà, donc pour ces patients-là, donc je les vois pendant 2 mois. Et quand les patients sont un petit peu plus fragiles ou plus âgés, ou quand il y a des soucis dans la prise du traitement, donc je les vois de manière mensuelle. Du coup, Curity, comme je vous disais, donc c'est une prise en charge, ça change rien du tout à ma prise en charge. C'est juste que pour les patients, je les inclus dans Curity, donc c'est assez rapide. Et ensuite, je vais recevoir, pendant les 2 mois où je vais les suivre, je vais recevoir des questionnaires de manière hebdomadaire. Donc ces questionnaires, donc, qui sont gradés, donc soit tout va bien ou en fonction des états des patients, ils sont plus ou moins critiques. Et en fonction, je vois s'il y a besoin de les rappeler ou sinon je peux envoyer des mails aux patients. Donc ça permet de pouvoir donner des conseils d'éducation aux patients, donc soit quand je les appelle ou quand je leur envoie des mails, mais il y en a plein aussi sur la plateforme. Et moi, ça me permet d'ajuster les traitements. C'est-à-dire que grâce à la plateforme, quand il y a des effets secondaires, ça me permet de pouvoir envoyer des ordonnances si les patients ne les ont pas. Ça me permet de les motiver à prendre les traitements parce que des fois, les soins de support, ils ont quand même du mal à les prendre. Et ça permet d'ajuster les traitements. Donc, soit faire des pauses thérapeutiques, soit de modifier les doses. Et tout ça, bien sûr, en faisant une liaison avec les professionnels oncologues, médecins traitants et les infirmières libérales. Donc quelques chiffres, ce n'est pas très parlant, mais en 2024, donc à peu près plus de 400 consultations en hôpital de jour avec plus de 200 appels téléphoniques sortants, environ 150 nouveaux patients sur l'année, donc 57 en neuro-oncologie, 30 en scénologie adjuvante. Donc, ce qui fait à peu près 100 par consultation par semaine. Donc moi, c'est des consultations de 30 minutes à peu près. Il y en a à peu près 38 par semaine minimum. Et environ 20 appels, mais qui sont programmés. Il faut savoir que les patients, quand on commence l'initiation du traitement, on leur donne généralement nos coordonnées. Je peux vous dire qu'ils ne perdent pas la carte et ils continuent de nous appeler très longtemps. Donc le téléphone sonne régulièrement. Et les mails aussi, ça fonctionne pas mal. Alors bien sûr, comme mes collègues, j'ai aussi d'autres missions qui prennent quand même beaucoup moins de temps, mais qui sont quand même là. Donc, au niveau de la recherche, moi, je suis investigateur bientôt principal de l'étude PREPACO1, donc dédiée aux aidants. Et j'ai été aussi rapporteur paramédical au sein du GIRSI, donc où j'ai pu évaluer des lettres d'intention et faire les évaluations finales.
Et bien sûr, je participe aux formations. Donc, comme l'a dit Sandrine tout à l'heure, donc avec la formation avec Becquerel pour les hospitalisations à domicile. Je donne bien sûr des cours au master. Je forme aussi les aides-soignantes de la Croix-Rouge sur les généralités sur le cancer. Et j'accueille des étudiants IPA. Voilà. Donc voilà pour la présentation de nos missions. Ensuite, on a fait l'année dernière, enfin fin d'année, on a fait on a mis en place un questionnaire pour essayer de voir un petit peu comment étaient implantés les IPA au centre, pour voir voilà, si tout le monde, enfin savoir qui connaissait nos missions, qui ne les connaissait pas justement, et pour voir un petit peu ce qui se passait. Donc ces questionnaires, on les a envoyés à une bonne partie du personnel du centre. Donc, on voit que pas mal de médecins, forcément infirmières, IDEC, ont répondu au questionnaire, mais c'est évidemment ceux avec qui nous travaillons le plus. Mais pour autant, il y a quand même des paramédicaux et les chirurgiens, par exemple, avec qui ont répondu, alors que c'est pas ceux avec qui nous travaillons le plus. Oui, bien sûr, les soins de support sont en grand nombre à répondre au questionnaire. Et nous leur avons demandé quelle était la collaboration qu'ils avaient avec nous. Et pour la majorité, donc, on voit bien que la plupart, donc, c'est voilà, un relais d'information, des transmissions. C'est souvent une prise en charge conjointe, la coordination de la prise en charge pour les patients qui sont complexes. Donc, il y a aussi la formation, donc ça, c'est, je pense, essentiellement des paramédicaux. Il y a la prise en charge clinique, bien sûr, des patients qui ressortent. Et puis, ce qui ressort aussi, c'est la délégation de certaines missions. Donc ça, je pense que c'est essentiellement les médecins qui nous délèguent certaines missions. Et bien sûr, on a demandé s'ils étaient contents. Et du coup, bien sûr, il est ressorti que nous étions quand même assez disponibles et réactives et que la collaboration avec nous était pas mal. Donc, je vais passer la main à Patricia. Alors après, c'était un peu plus compliqué parce qu'on a laissé du texte libre pour les pistes d'amélioration qui pouvaient être proposées pour continuer à collaborer avec nous. En gros, on a retrouvé quatre grandes pistes d'amélioration organisationnelle, sur l'effectif, dégager du temps, avoir des locaux plus adaptés, des missions plus élargies, une pratique collaborative avec les consultations conjointes, des temps de transmission à préserver, plus de projets communs et d'autres suivis de patients. Une communication sur laquelle on doit continuer à travailler pour mieux identifier les parcours sur lesquels on travaille et que nos missions soient un petit peu plus visibles au sein du centre. Je crois que c'est en radiothérapie qu'on a compris qu'on n'était pas très bon en communication, mais c'est peut-être parce que nos parcours ne sont pas forcément... on n'a pas beaucoup de patience, enfin, alors dans le rétablissement un petit peu, mais c'est peut-être dû à ça, mais en tout cas, c'est une piste pour s'améliorer. Et puis, voilà, tout ce qui est relationnel pour fédérer le groupe, travailler sur le leadership, accompagner d'autres IPA. Finalement, ça, si on, ça pourrait être valable pour n'importe quel professionnel, je dirais. C'est pas forcément spécifique, je pense, aux IPA. Néanmoins, ce sont quand même des réponses qui ont été apportées. Alors après, on avait demandé si des nouveaux champs d'action, s'il y avait des idées et des propositions sur de nouveaux champs d'action. Alors, là, en fait, on voit bien que, que notre activité et que c'est un métier qui est nouveau, qui est en plein essor et que tout le monde a plein d'idées. Alors ça, c'est plutôt chouette en fait. Il faut qu'on continue à former plein d'IPA parce qu'il y a encore plein de choses à proposer. Des missions transversales sur la recherche, sur pourquoi pas alors une autre IPA en soins de support, parce qu'il y a déjà Samira chez nous, en tout cas pour l'oncogériatrie. Il y aura bientôt une
de nos collègues, Angélique, qui est en soins palliatifs, renforcer donc des missions existantes. Il n'y avait pas de précision, mais voilà, c'est peut-être qu'il faut plutôt entretenir et continuer à renforcer ce que nous faisons. La coordination des patients dans les phases métastatiques. Alors je pense que ça, en tout cas, c'est valable dans le cancer du sein où ça représente un volume de patients conséquent et qu'il n'y a pas toujours, pour certains traitements, en tout cas, d'accompagnement dans ce domaine. Dans le domaine de la prévention et de la promotion de santé, encore un grand travail à faire. Mais ça devrait se développer avec notre service de prévention. Et puis après, effectivement, je crois que chaque personne, en fait, a répondu en fonction du parcours dans lequel il travaille et c'est sans doute plutôt positif de voir que on souhaite que les IPA interviennent sur autant de parcours. On leur fait plutôt confiance puisqu'on imagine que des actes techniques seraient possibles aussi. Et après, une optimisation organisationnelle pour tout ça pourrait être aussi envisagée. Enfin voilà, donc on voit bien que au sein de notre spécialité, il y a des activités très diverses, voilà, qu'on peut encore s'améliorer, notamment sur la communication de nos activités et de nos missions. Qu'il y a plein d'idées sur des domaines d'intervention pour modifier les parcours, les organisations, développer nos activités, notre activité qui est relativement récente. Et voilà. Merci. Alors, merci beaucoup. Je trouve que oui, on peut les applaudir. On peut les applaudir à la fois parce que c'est pas forcément, en tant qu'infirmière, notre domaine de prédilection que de parler, que de valoriser ce qu'on fait. Or, je trouve que justement, dans tout ce qu'elles viennent de présenter, on voit combien, en très peu de temps, puisque première diplômée, c'est 2021, on est en 2025. En août, on aura 6 IPA. Une qui va plutôt travailler sur justement la santé numérique. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite développer. On est en train de travailler sur son projet. Et puis Virginie qui sera plus sur le patient hémato, le myélome, mais aussi peut-être un versant prévention. Enfin, on voit bien que là aujourd'hui, ça bouge et tout le monde a envie d'y aller. Donc ça, c'est une vraie fierté du centre. Donc je voulais vous remercier toutes les 4, toutes les 6, toutes les 8 qui sont en chemin. Je pense que, et c'est ce que j'ai dit en introduction, la force que nous avons ici au centre, c'est de fidéliser nos professionnels de santé, paramédicaux entre autres, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup d'hôpitaux aujourd'hui, et ça, il faut qu'on tienne bon là-dessus. Ce qui nous permet effectivement de former des infirmières et de leur proposer une évolution professionnelle au-delà de 3 ans, parce que c'est vrai que je suis d'accord qu'à partir de 3 ans d'expérience, on peut faire cette formation, mais je pense que le fait d'être expert dans le domaine dans lequel on va travailler amène une vraie plus-value dans la prise en charge du patient, indéniablement, amène une vraie confiance aussi dans la collaboration médicale, et c'est pour ça que je prends la parole avant de laisser la parole aux médecins, puisqu'on voit la difficulté quand même de la mise en place de ce métier, notamment et de façon très paradoxale sur la médecine de ville par exemple, où beaucoup de médecins encore sont un petit peu frileux, alors que je pense que, et c'est en ça où je trouve que c'est très intéressant de pouvoir avoir fait ces rendez-vous, nous montrons combien cette collaboration est importante, que chacun y trouve sa place, qu'en aucun cas ce métier ne remplace bien évidemment le métier de médecin, mais peut apporter un plus dans la prise en charge du patient.
Et vous l'avez très bien montré aujourd'hui. Pour renforcer ça, je vais laisser Olivier et Fabrice pour effectivement qu'ils témoignent en tant que médecin de ce que effectivement a apporté l'arrivée de ces infirmières. Et encore une fois, je pense qu'elles seront 8 dans un an et 10 dans, j'espère, 2 ans. Et voilà, on va continuer de progresser en tout cas, ça c'est sûr. Ici, la preuve en est, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes parce que les premières ont démontré combien c'était important. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci aux organisatrices pour leur invitation, nous permettre brièvement de témoigner par rapport à la mise en place de cette nouvelle activité, comme ça a été dit, sur les pratiques avancées. C'est vrai qu'on a de la chance dans notre établissement de pouvoir bénéficier de cette activité qui est vraiment complémentaire finalement à ce que nous, comme médecins, on va pouvoir proposer dans la prise en charge de nos patients. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance. C'est vrai que notre témoignage, ça va être celui de médecins au sein de cet institut, avec, vous l'avez vu, différents parcours, différents temps de prise en charge et bien sûr orientés en cancérologie. Je ne sais jamais sur quelle flèche appuyer. Ouais, pourtant, merci. Merci. Je voulais juste rapidement, parce que déjà beaucoup de choses ont été dites, donc ça va plutôt être une synthèse en fait de ce qu'on va faire. Il y a déjà des mots forts, on va dire, par rapport à ce que nous on peut témoigner qui ont été formulés. Reprendre les éléments en fait de cette enquête qui a été publiée dans le bulletin du cancer l'année dernière, qui en fait questionnait de tête, c'était 55 infirmières en pratique avancée, sur finalement quelle était leur activité. Et on voit que ce qui arrivait en premier, finalement, c'était l'évaluation en soins de support, vous voyez, pour 90% d'entre elles. C'était la gestion des effets secondaires précoces des traitements. C'était l'aspect de coordination médecine libérale, pharmacien avec les infirmières libérales. Des consultations en hôpital de jour, comme on l'a dit. L'aspect de suivi téléphonique, la gestion des effets secondaires tardifs, le soutien auprès des proches aidants, coordination avec les HAD, soins palliatifs, les validations anticipées de traitements à la veille des venues en hôpital de jour, la stratégie vaccinale, télésurveillance, on a commencé à l'évoquer également, la consultation d'annonce, l'oncogériatrie, ça se met en place, et puis le dépistage également. Et puis toujours à travers cette enquête, était questionné en fait sur ce qui pouvait aider les intervenants qui étaient facilitateurs dans le cadre de la mise en place de cette activité de pratique avancée en onco-hématologie. Et vous voyez que globalement, pour ce qui concernait les chefs de service, on voit que c'est important, voilà, globalement, a été considéré que dans la grande majorité des cas, il y avait un soutien des chefs de service, des médecins seniors également, des médecins juniors, infirmières du service, les cadres également qui arrivaient dans le trio de tête. L'administration, c'est un autre sujet. Mais voilà, pour dire globalement, à travers ces éléments-là, on voit l'importance aussi d'accompagner la mise en œuvre en fait, de ces nouvelles activités. Donc à notre sens, à notre point de vue, c'est vraiment quelque chose d'indispensable, cette collaboration médecins et infirmières en pratique avancée, c'est indispensable, ça va être structurant en fait pour cette activité. Il y a une complémentarité en fait évidente. Ça nécessite par contre de définir clairement au préalable les rôles et les responsabilités de chacun et de chacune. À notre sens, ça permet vraiment d'améliorer la qualité de prise en charge et de soins auprès des patients. Il y a vraiment une question de relation, de confiance mutuelle entre nous. Cette relation de confiance mutuelle, elle va se faire dans les deux sens et elle est également, je pense, indispensable pour que le patient lui-même ait confiance et garde confiance en fait dans sa propre prise en charge. Il y a une question de disponibilité. Alors, c'est pas toujours évident pour nous d'être disponibles, mais je pense que c'est aussi à la base en fait de cette activité. L'anticipation. Même si certaines dans la salle considèrent que ce n'est pas notre fort, les médecins, d'anticiper, mais on peut être amené parce qu'on est sollicité pour anticiper.
répondre aux sollicitations et reprendre également dans un deuxième temps s'il y a eu des difficultés, s'il y a des événements particuliers pour la prise en charge des patients. Favoriser, ça a été dit, les consultations conjointes pour des cas spécifiques, des cas complexes, pas être systématique, mais à travers des temps forts. Les échanges d'expertise, les regards croisés sur les situations cliniques qui sont également quelque chose d'essentiel. Ça permet une relation de confiance et de satisfaction pour les patients, c'est ce qu'on observe. Ça a été dit également, mais c'est vrai qu'on voit que les IPA sont attentifs à une prise en charge globale, centrée sur le patient, probablement plus de temps pour les consultations, un temps qui va être différent, et plus de proximité, une proximité différente. Ça accompagne la complexification des traitements et des parcours de soins, des suivis qui sont de plus en plus longs et qui sont, comme vous le savez, de plus en plus ambulatoires, et on va individualiser l'accompagnement des patients, on va sécuriser, fluidifier les parcours. Ça favorise, et ça c'est démontré, la détection et la gestion précoce des toxicités liées au traitement. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ça favorise les actions de suivi, d'information, de prévention, on l'a dit, d'éducation, et le lien important avec l'éducation thérapeutique. L'une des raisons premières également pour mettre en place en fait, ces activités d'IPA, c'était de pouvoir optimiser le temps médical. Voilà. Peut-être réserver le temps médical sur des prises en charge plus complexes, les consultations de rechute ou de progression. On l'a vu, le gros travail de coordination, c'est vrai que pour nous, ça va alléger le travail de coordination, ou permettre d'ailleurs le travail de coordination, créer le travail de coordination, garantissant donc une fluidité, on l'a dit, à travers les parcours. Le rôle est important dans la coordination interprofessionnelle au sein des établissements, mais également à l'extérieur, avec la médecine de ville. Le lien fort et la coordination également pour les soins de support, c'est quelque chose, vous avez vu, qui est revenu en fait fréquemment, et ça apporte une vision complémentaire sur le patient, avec des retours qualitatifs sur le vécu des patients que nous, on n'a pas au cours des consultations, par rapport à la tolérance des traitements, par rapport aux difficultés sociales, aux difficultés psychologiques et autres. Vraiment une approche qui va être plus holistique, qui va être complémentaire, encore une fois, voilà ce que nous, on peut proposer. Il y a des questions autour d'une extension en termes de perspective du champ d'autonomie, que ce soit dans les prescriptions, l'adaptation notamment des traitements de support, autour des antalgiques, des antiémétiques, des anxiolytiques. Également pouvoir en fait participer à un ajustement des traitements anticancéreux, notamment autour des traitements anticancéreux oraux. Reconnaissance renforcée du rôle majeur dans les parcours complexes. Vous avez vu la diversité des parcours, et voilà, globalement, on a déjà aujourd'hui des interventions à travers, vous l'avez vu, des parcours complexes, que ce soit en hématologie, en neuro-oncologie, en gynécologie. Le lien également, je pense qu'il est important à développer sur la prise en charge en soins palliatifs précoces lorsque malheureusement la situation va évoluer. Et vous avez vu la mise en place de programmes personnalisés dans l'après-cancer, qui sont également quelque chose de très important. La recherche clinique, l'accès à l'innovation, également majeur, c'est quelque chose qui se met en place, quelque chose qui se renforce progressivement, et le rôle clé également, vous l'avez vu, dans le lien avec la ville, à la fois avec les médecins traitants, avec les intervenants du domicile, les infirmières libérales et l'ensemble des paramédicaux, favoriser lorsque c'est possible la réalisation de chimiothérapie et le lien qu'il va y avoir notamment avec les structures d'HAD, les suivis ambulatoires, et éventuellement réaliser des suivis partagés. J'ai oublié également ce que tu évoquais, Laetitia, avec la mise en place de la surveillance numérique, la télésurveillance, de l'outil de surveillance et des téléconsultations. Il y a également quelque chose d'important autour de ça. Donc c'était, voilà, on livrait là en quelques diapositives notre synthèse sur l'importance de cette collaboration et vraiment cette complémentarité entre l'activité médicale et l'activité paramédicale. Je ne sais pas si tu veux préciser. Non, Olivier, tu as tout dit. Elisabeth aussi avait conclu de manière synthétique. Je crois qu'on a beaucoup de chance au centre, sans être démagogique, d'avoir des IPA. Beaucoup d'entre vous ont voyagé dans leur formation vers d'autres centres, et je pense qu'on est plutôt riche quand même par rapport à certains, même si c'est pas suffisant. Et cette richesse, je pense que si elle a commencé en 2021, je suis pas sûr. Le moteur initial, peut-être au départ dans les IPA, c'était de remplacer entre guillemets le déficit médical. C'était un petit peu ça le départ. Je sais que si je dis ça maintenant, je vais pas faire bien voir, mais je pense que faut plus que je le dise parce que c'est plus du tout le moteur. Maintenant, c'est vraiment créer un nouveau métier, créer une nouvelle façon de soigner, une amélioration des soins, et qui n'est plus vraiment dans une perspective de compenser le déficit médical. Je pense que c'est
peut-être au début ça l'a été, maintenant je crois que ça ne l'est plus, parce qu'avec les témoignages qu'on voit, ça ne remplace pas le médecin, c'est autre chose et d'autres soins. Donc ça, je pense que c'est un point à signaler. Dans la formation, Elisabeth, tu soulignais trouver la bonne personne au bon moment sur le bon sujet. Je pense que c'est une équation à trois inconnus. La bonne personne, ça en général, vous êtes très fort pour identifier. Et c'est une décision assez collégiale et qui fait souvent l'unanimité. Le bon moment, ça c'est plus compliqué, parce que c'est pas évident. Je pense que je suis arrivé à la fin des témoignages et des topos, mais voilà, une formation d'IPA, c'est 2 ans de master, et c'est vraiment 2 ans de formation complexe, retourner sur les bancs de la faculté. Enfin, c'est un autre rythme, et je pense que ça, c'est pas toujours évident. On est peut-être très fort à 25 ans pour le faire, c'est plus compliqué à 40. Même si c'est pas perdu, loin de là, et on a plein de possibilités de le faire. Donc, mais c'est pas évident cette adéquation. Et je pense que les formations de master 2 d'IPA, il faut qu'elles réfléchissent sur la façon de former les gens, parce que elles peuvent parfois s'adresser comme si c'était des infirmières totalement débutantes, et puis et alors que c'est évidemment pas le cas. Donc il y a un petit côté abêtissant parfois. J'ai eu des témoignages de ce côté-là. Et en revanche, voilà, utiliser l'expérience des étudiants dans le master, je pense que c'est important. Sur les missions, voilà, toutes les missions qui sont dédiées aux IPA, elles sont représentées ici. Hein. Alors, il y a encore des missions à créer, peut-être sur les gestes, effectivement. Ça, c'est important. Je pense dans les éléments importants pour les patients, et ça, je pense que pour vous c'est clair, mais je pense que pour les patients c'est pas évident, c'est bien définir lors d'une consultation d'IPA votre rôle. Je pense que ça, et peut-être que Sandrine, tu le soulignais, quand on peut être avec vous lors de la consultation d'annonce, on peut être ensemble, et là c'est souvent le bon moment pour présenter le rôle de l'IPA en fonction de ce qui a été défini dans le service. Et je pense que ça, c'est peut-être un moment crucial. Alors, tu dis, j'essaye d'être dans la mesure du possible, mais tu peux pas, voilà, quand il y a 7 médecins qui consultent en même temps, il y a 7 annonces, tu peux pas diviser, peut-être avec un hologramme ou je ne sais pas. Voilà, Virginie, il faut faire une sélection des patients, tout le monde ne décide pas, mais bon, là, définir les missions, ça c'est important. Et pour que l'implantation soit réussie, là on voit 4 témoignages où l'implantation est parfaitement réussie, on se dit que ça va continuer. Je pense que c'est donc bien définir les missions, et notamment les missions par rapport aux IDEC. Des fois, il y a quand même des zones de chevauchement, ce qui n'est pas forcément un mal, mais ça peut être un point de problématique. C'est que vos missions deviennent indispensables. Et là, à vous écouter, je pense qu'on ne peut plus faire marche arrière. Enfin, quand il y a 20 ans, on faisait des allogreffes sans infirmière de coordination. Il n'y a pas d'IPA greffe, mais enfin, maintenant, revenir sur ces parcours sans infirmière de coordination, je ne vois pas comment on pourrait le faire. Et je pense que pour les 4 témoignages, maintenant, c'est ça. L'autre chose qui rendrait l'implantation incontournable, c'est la valorisation. Alors là, j'ai bien vu que tout est chiffré, c'est incroyable. Vos activités sont chiffrées, les appels, etc. Comment c'est chiffré? C'est chiffré de manière automatique, ou vous faites l'effort de colliger toute l'activité? Et est-ce que c'est quelque chose que vous comptez continuer tout le temps, ou au bout d'un moment, au bout de 3 ans, le chiffrage suffira? Ce qu'on espère, c'est effectivement avoir un relais par le DIM qui déjà doit commencer un peu plus à le faire. Après, c'est plus les consultations téléphoniques, même si, sauf erreur de ma part, vous avez un planning qui permet aussi de les recenser. Donc ça va quand même alléger un peu les choses. C'est vrai qu'on démarre, et ça, c'est un peu ce que nous sommes aussi. On démarre toujours avec nos petits tableurs Excel et on fait les choses un peu chacun pour bien démontrer qu'on est important. Là, aujourd'hui, je pense qu'en effet, le DIM va prendre définitivement le relais incessamment, quoi. Vous allez pouvoir arrêter de pouvoir mettre des bâtons dans des cases. Ça, c'est un point fort quand même de quantifier l'activité. Ouais. Parce qu'elle sera valorisable dans ce cas-là, et auprès de la direction, ça sera quand même plus facile. Et puis, les perspectives de demain, c'est quand même notre nouveau bâtiment, avec l'unité de coordination,
l'unité des infirmières de coordination et de pratique avancée, dans lequel on a prévu aussi de l'assistanat, c'est-à-dire du secrétariat, parce qu'aujourd'hui, contrairement, effectivement, quand même, malgré tout, aux médecins, aux internes, elles n'ont pas trop insisté sur ce sujet, mais toutes les consultations, ce sont elles qui rédigent leur compte-rendu. Le mot rédiger a été dit, mais je pense qu'on ne l'a pas remarqué, mais effectivement, rédiger un compte-rendu, c'est Je veux dire, c'est quand même un temps, un problème. et un temps qui finalement est un temps de moins passé à faire autre chose. L'idée, c'est quand même, c'est vrai qu'on remet en marche de façon un peu plus conséquente la recherche paramédicale avec l'arrivée d'Arthur qui va mobiliser, et on a vu combien pour les 4 et pour les 6 et les 8 à venir, la recherche paramédicale est importante dans leur mission, dans les missions des infirmières de pratique avancée. Donc c'est vrai que je préférerais qu'elles passent du temps à développer des projets de recherche plutôt que de rédiger des comptes rendus. Et ça, c'est ce qu'on a déjà prévu et pour les coordinatrices, pareil d'ailleurs, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a un temps énorme consacré à l'administration qu'on va essayer de lever avec la mise en place quand même d'assistantes qui vous permettront de pouvoir ne plus avoir à rédiger les comptes rendus, plus avoir à compter les bâtons du nombre de consultations, ce qui va vous libérer du temps pour là aussi continuer. Je pense que pour les comptes rendus, on ne pourra pas augmenter le temps de secrétariat de manière... Enfin, c'est déjà extrêmement tendu. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à des choses alternatives, type IA, type Dragon, etc., des logiciels d'aide. Franchement, ça marche beaucoup mieux. Maintenant, Doctolib permet de structurer une consultation et d'enregistrer une consultation, de la structurer. Il faut réfléchir à ce type de choses, si c'est des choses assez courtes, parce que en termes de secrétariat, on sera dans une difficulté... Voilà, mais c'est pareil pour les médecins d'ailleurs. C'est pas là pour le coup, c'est pas effectif constant. Hein, c'est-à-dire que ce serait une création de secrétariat pour les infirmières de coordination et de pratique avancée. J'entends. Mais avec les outils actuels, peut-être que c'est pas forcément la priorité. Peut-être créer plus de postes d'IPA plutôt que. Et puis moi, je voulais aussi conclure sur la recherche, comme tu l'as fait, Elisabeth. C'est une des missions importantes. Et donc là, on voit plein de pistes sur les. Quand on regarde la littérature, quand on fait PubMed, il n'y a pas encore beaucoup de choses. Et une façon de se rendre indispensable, c'est de montrer qu'on augmente. Alors, sur les effets secondaires et le suivi des traitements, ça c'est sûr qu'il y a des choses. Et sur l'aspect aussi l'informatique, mais il n'y a pas encore de démonstration très claire. Et donc, je pense qu'il y a tout un champ d'investigation sur cette recherche. Patricia a parlé du protocole ANCS est là. Donc voilà, ça c'est des choses qui devraient débuter, j'espère, rapidement. Voilà, moi c'est toutes les réflexions un petit peu que me suggère cette soirée. Est-ce qu'il y a possibilité d'envisager un congrès des IPA à Rouen un jour? Je regarde Michael. Ça existe, mais à Rouen. Le congrès normand des IPA existe. Merci Virginie, tu étais invitée, toi. J'ai été invitée, j'étais fortement sollicitée pour l'organiser prochainement. Voilà. Donc j'ai dit que je verrais selon les nouveaux locaux si c'était possible ou pas. D'accord. Mais ils ont pris bonne note que 2028, ils aimeraient bien que ce soit nous. Voilà. Mais bon, je ne suis pas seule. Il y a aussi, je suis d'accord avec toi, il y a aussi le congrès Unicancer, qui est d'une autre dimension, mais pour toutes les IPA de France. Donc le prochain sera au mois de septembre à Montpellier. En 2026, ce sera à Caen, si je ne me trompe pas. Donc peut-être penser à Rouen pour 2027, à voir. Ou 2028, le temps d'apprivoiser un peu le bâtiment et de voir si c'est possible. Mais ce serait une très bonne idée. Super. Avec on a plein de thématiques à proposer. Et... Déjà, est-ce qu'il y avait des questions auprès de nos IPA? Est-ce que... Oui. Bonsoir, Amélie, Idel, étudiante IPA Master 2. Moi, j'avais une question par rapport aux évaluations gériatriques. Vous faites un retour comment pour les évaluations au niveau de la ville?
Vos communications, notamment. Oui, excusez-moi. Les évaluations cogériatriques qu'on fait sur le centre Henri Becquerel, on fait des comptes rendus et des retours qui sont adressés aux destinataires habituels, les médicaux. Voilà. Pour les infirmières libérales qui sont dans le projet de repérage des fragilités à domicile, on communique sur un dossier de coordination sécurisé via normes unies. Donc on communique avec le COPIL qui a des membres de l'URPS, de l'UCOG et puis des infirmières en pratique avancée des différents établissements. Et on communique aussi avec les infirmières libérales. Une fois inscrites de manière très sécurisée, on peut s'échanger des données sensibles sans aucune difficulté via normes unies. Voilà. Et l'idée, du coup, j'irai plus loin. Au niveau de la communication, du coup, avec les IPA libéraux, est-ce que vous avez réfléchi à ça? Très bonne question. Si vous avez aussi des... Enfin, voilà. Après, on communique aussi beaucoup, on transmet des informations, on s'appelle, on s'envoie des mails. Ouais. Non, mais je pense que ça pourra, oui, pourrait être sur quelque chose sur lequel on peut discuter. Complètement, oui, moi Après, voilà, on commence à voir aussi un peu notre réseau. On a des promotions d'une quarantaine d'étudiantes et d'étudiants. Dans notre promotion, on est en contact avec les IPA de psychiatrie santé mentale, avec les IPA de pathologie chronique stabilisée qui sont sur la ville ou dans d'autres établissements. Donc, on essaye d'étoffer notre réseau. Plutôt, voilà. Merci. Et on n'hésite absolument pas à solliciter justement aussi nos camarades de promo pour des problématiques ou des conseils aussi. Enfin, voilà. Merci. Bonsoir, David Tonnelet, je suis médecin nucléaire ici. Merci beaucoup pour les présentations. Ma question s'adresse aux IPA, déjà formés, et aussi aux médecins oncologues et hématologues qui travaillent avec des IPA. C'est quelles sont les qualités humaines et professionnelles que vous allez rechercher lors d'un entretien d'embauche ou qu'il faut pour être une bonne IPA? Alors, je veux bien juste commencer par répondre à la question, puisque en tant que cadre, on travaille avec les cadres de santé, les médecins. Je pense que le premier choix, déjà, le premier point avant tout, c'est l'évolution professionnelle et l'envie d'apprendre, l'envie d'évoluer et l'envie de mettre à disposition l'expertise acquise pour faire autre chose. Ça, c'est la première chose, c'est avant tout la motivation à évoluer professionnellement et à en faire quelque chose. La deuxième, c'est, et là pour le coup c'est plus de façon collégiale, avec des vraies discussions avec l'équipe médicale, l'équipe d'encadrement, sur les qualités à la fois d'écoute, à la fois d'autonomie. C'est-à-dire que si une IPA n'est pas en mesure de pouvoir être autonome sur une prise en charge, ça peut pas être, elle ne pourra pas répondre aux missions qui sont celles qu'on attend d'elle, puisque bien évidemment, elle a toujours en backup un médecin qui doit pouvoir prendre en charge immédiatement le patient si elle se trouve en difficulté sur une quelconque prise en charge. Pour autant, dans ce qui est prévu être ses missions, consultation de surveillance, renouvellement de traitement, il faut qu'elle soit à même de pouvoir prendre des initiatives en toute autonomie, avec une confiance absolue avec le médecin avec lequel elle travaille. Ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est pour ça que, en tout cas, je pense que ce qui a toujours fonctionné, en tout cas chez nous, et je vois bien pour discuter même avec des établissements et des directeurs de soins, même d'autres CLCC, le fait qu'une IPA prenne la décision seule de faire en toute autonomie le Master 2 n'est pas un gage de réussite, parce que je pense que vraiment en amont, de travailler le projet
de pouvoir travailler ensemble avec les médecins, avec le chef du service. On a bien vu au tout départ, en effet, ce métier, il émerge parce que le numerus clausus a été ce qu'il est et que on se dit, oups, ça va pas le faire et il faut qu'on mette en exergue l'expertise des infirmières. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant qu'elles sont en place, on voit bien que c'est tout autre chose et qu'elles amènent autre chose. Néanmoins, il y a quand même une collaboration médico-paramédicale indispensable qui fait que le médecin doit avoir toute confiance en l'infirmière, mais l'infirmière doit avoir toute confiance en le médecin aussi pour qu'elle puisse être à même d'avoir, de pouvoir faire appel à lui dans n'importe quelle circonstance. Donc, moi, en tout cas, dans le repérage de ce qu'est une IPA qui correspond à ce que nous recherchons, c'est avant tout l'expertise dans le domaine. Cancérologie, quand même, je pense que c'est quand même mieux pour nos patients. C'est des qualités humaines d'écoute, d'empathie, j'ai envie de dire comme j'espère toute infirmière, et qui amène effectivement une relation lors de la consultation différente d'avec le médecin. Et la plus-value, elle est là finalement, parce que la détection des fragilités et de la vulnérabilité, elle ne va pas être exprimée de la même façon à une infirmière qu'à un médecin. Et c'est ça justement la plus-value. Donc il faut que cette infirmière... elle ait quand même cette qualité d'empathie et d'écoute, mais de juste distance aussi. C'est-à-dire que derrière, il y a une consultation à faire. Donc, on ne peut pas passer 1h15 avec un patient si tu en as 8. Donc ça, c'est aussi de l'organisation. Donc, c'est des qualités organisationnelles qui ont été révélées lorsque on met en place des projets dans les services et où on a détecté que, 1, la personne est d'abord constructive sur le projet, 2, elle embarque le reste de ses collègues, et 3, elle fait en sorte qu'elle est capable même d'évaluer les choses, de le critiquer pour pouvoir amener d'autres idées, ou en tout cas de pouvoir mettre des plans d'action correctifs si jamais le projet en question le nécessite. Donc voilà, c'est en tout cas dans le recrutement d'une IPA, faut bien faire le distinguo quand même entre la coordination et la pratique avancée. C'est pas le même métier. Ça peut se chevaucher, comme le disait Fabrice, mais une infirmière de coordination est vraiment là pour être le garant de la prise en charge tout au long du parcours du patient, dans les rendez-vous, dans le fait de faire le lien avec les médecins, l'infirmière de pratique avancée, l'infirmier ou l'infirmière de pratique avancée, il est là pour prendre en charge le patient sur un plan de continuité médicale de façon plus poussée et sans que du tout l'infirmière de coordination soit impliquée là-dedans, quoi. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si vous voulez plus de précision par les médecins. Je ne sais pas. D'autres questions ? Avant de laisser la parole à Laurence, donc un grand merci Samira, Sandrine, Patricia et Laetitia pour l'exercice, parce que je sais qu'il n'est jamais simple pour vous. J'espère qu'on pourra faire en effet quelque chose avec les collègues qui vont arriver derrière et de façon peut-être plus régionale, voire nationale. Ayant cette envergure, il n'y a pas de sujet. Je pense que effectivement demain va bouger. On n'est qu'à 4 ans de mise en place de ce métier. On voit bien que déjà entre la sortie de Sandrine et ce qu'elle faisait il y a 4 ans et ce qu'elle fait aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Les décrets ne font que de donner un peu plus de place et un peu plus de champ aussi à la pratique, à leur pratique. Ce que je veux dire aussi, c'est que l'objectif, c'est de faire de ces IPA et IDEC une équipe,
parce que je pense que c'est important. C'est vrai que quand on en a une, puis deux, puis trois, bon voilà, là aujourd'hui, dans 2 ans, elles seront 8, et encore une fois, dans 3-4 ans, elles seront, je pense, 10. On a une quinzaine d'IDEC maintenant, donc c'est vrai que le projet, c'est de former une équipe d'IDEC et IPA avec un cadre de santé qui puisse aussi là structurer les choses, vous permettre aussi de vous retrouver, de partager des projets, même si vous le faites, mais c'est vrai que plus on grossit, plus c'est compliqué de se rencontrer. Donc ça, c'est demain, avec la perspective, encore une fois, nous avons la chance d'avoir un établissement qui nous suit, une direction qui est complètement pro formation IPA, donc je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Merci à vous et bonne soirée. Merci à tous pour la qualité de vos propos, encore une fois. On ne démontre plus, vous faites. Pour nos prochaines conférences et prochains rendez-vous Becquerel, on a beaucoup parlé prévention ce soir, ça tombe bien parce que la prochaine fois, le mardi 17, on va parler de prévention. Alors il y a prévention au pluriel, il y a un petit test qui manque en cancérologie, du repérage au dépistage, un enjeu de ville-hôpital. Et puis au mois de septembre, on parlera aussi de gynécologie pendant la semaine turquoise. Et on passera aussi sur une conférence ORL Make Sense Campaign. Donc, vous voyez, restez bien connectés au Centre Henri Becquerel. On a plein de choses à vous raconter. N'hésitez pas non plus, vous allez voir un QR code qui va s'afficher. N'hésitez pas non plus à flasher ce QR code parce que c'est important pour nous de connaître votre avis. Et puis, peut-être vous aurez à nous donner des sujets pour les prochains rendez-vous Becquerel. Voilà. Nous vous souhaitons tous et toutes une bonne soirée. Nous continuons dans l'espace Agora pour un moment de convivialité et nous remercions également toutes nos personnes qui se sont connectées en distanciel. Bonne soirée.